Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre. Voilà, on va passer 1 heure ensemble sur ce thème: prévenir les risques psychosociaux, les RPS, pour favoriser un bon état de santé. Voilà, donc on va attendre quelques minutes avant d'avoir tout le monde qui nous rejoint. Merci de vous être inscrits et voilà, on va présenter Arnaud, mais en tout cas bonjour Arnaud dans une Bonjour, minute. bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être voilà, d'être toujours aussi nombreux à nous suivre dans nos webinaires My Connecting qu'on fait 1 fois par mois. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment. Donc là, vous l'avez vu, cette semaine, on en fait 2 exceptionnellement, comme la semaine dernière, c'est parce que c'est la semaine de la QVCT, donc qualité de vie et des conditions de travail. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire 2. Donc on aura un aujourd'hui sur les RPS et il y en aura un jeudi un peu plus sur la QVCT d'une manière générale et en fait le rôle qu'on peut avoir en tant que manager et RH. Alors qu'aujourd'hui, ça va s'adresser davantage à tout le monde et on va essayer vraiment de vous vulgariser le sujet et de vous donner le maximum de clés sur le sujet des risques psychosociaux. Donc, comme je l'ai dit, je suis en compagnie d'Arnaud. Je te laisse te présenter, Arnaud. Bonjour, donc Arnaud Joubert, j'ai une activité de formateur, de coach, mais également expert santé au travail. J'ai eu l'occasion de travailler avec les SIST, les services interprofessionnels de santé au travail notamment, des organisations aussi orientées vers la santé, vers la prévention des risques psychosociaux. J'ai travaillé dans des cabinets spécialisés et j'ai également une activité de référent handicap. Super, bah écoute, merci Arnaud, on est très content de t'avoir avec nous. T'es souvent, voilà, bah, c'est souvent Arnaud, hein, si vous l'avez déjà vu, qui est avec nous sur les sujets de QVCT, RPS, parce il a quand même un long parcours sur cette dimension. Et moi, donc, je suis donc Simon Châtelain, directeur pédagogique des formations management, soft skills, QVCT chez MyConnecting. Et donc, je serai là aujourd'hui plus, on va dire, un peu en tant que présentateur pour aider aussi Arnaud à rebondir sur des choses et puis pour vous présenter MyConnecting au sens large. Avant toute chose, avant de démarrer, sachez que vous avez un chat qui est à votre disposition. Vous pouvez nous poser des questions tout au long du webinaire. Et on va garder, de toute façon, je vais vous présenter le sommaire, mais on va garder environ 10 minutes à la fin. Et vous pouvez poser toutes vos questions donc, au fil de l'eau et on y répondra. Et on va également vous mettre en action avec des sondages. Donc voilà, à quelques moments, vous allez avoir des sondages, vous pourrez répondre et ça, on vous dira au moment voulu, mais vous aurez toutes les informations à l'écran. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, MyConnecting, donc on est plus de 300 collaborateurs à travers le monde. Ça fait 17 ans qu'on existe, donc on est un organisme de formation. Donc on fait effectivement de la formation, des webinaires et on forme tous les ans voilà, plus de 15 000 apprenants sur les dimensions donc soft skills, management et QVCT comme je vous en ai parlé. Donc ça c'est la gamme dont j'ai la responsabilité. Mais on fait aussi des formations en langue, en bureautique et en digital. Donc vous pouvez voilà, vous former à Excel, à Power BI, en langue ou en chinois avec nous également. Et voilà, on fait des formations aussi bien en distanciel qu'en présentiel, en individuel et en groupe. Donc on a de nombreuses fonctionnalités, enfin modalités. Et voilà, on fait également même de l'e-learning. Donc si vous voulez avancer à votre rythme complètement dans une formation. Et en quelques mots, c'est vraiment le point sur lequel j'aime bien revenir quand on présente MyConnecting, c'est qu'on est devenu en fait cette année enfin, l'année dernière, pardon, une entreprise à mission. Et notre mission, c'est de changer la vie et enfin, des gens et de leur entreprise par la compétence. Et donc c'est pas une mission voilà qu'on a clamée sur tous les toits sans aucun lien réel. C'est vraiment une mission qu'on a inscrite dans notre statut et est devenue donc, parmi les premières entreprises à mission en France. Et donc, on est voilà, audité régulièrement pour s'assurer qu'on remplit cette mission. Voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu ce qui va nous attendre aujourd'hui. Arnaud, n'hésite pas, hein, si tu veux compléter, bien entendu. Mais donc, on va d'abord commencer par, on va dire, poser le cadre, une définition des enjeux des risques psychosociaux. On va parler, bien sûr, des clés de prévention des risques psychosociaux. Et là, on va pouvoir aller un peu dans le détail, et notamment dans le détail avec une étude de cas en entreprise, alors qu'on ne pourra pas citer, mais en tout cas, c'est Arnaud qui a accompagné cette entreprise, donc il va pouvoir aussi vous en parler et vous donner concrètement ce que ça donnait la mise en place enfin pas d'une politique, mais en tout cas voilà,
d'un suivi autour des risques psychosociaux au sein de cette entreprise. Et on va terminer sur le sujet de aider une personne en difficulté. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'individu si je suis pas manager, si je suis pas responsable, dirigeant, etc. Mais comment je peux quand même rester à l'affût et aider quelqu'un sur le sujet des RPS en entreprise. Et puis enfin, notre temps de questions-réponses comme j'en parlais. C'est tout bon pour toi, Arnaud? J'ai bien présenté le sommaire? C'est tout bon, voilà, avec un petit focus, c'est vrai, sur comment aider une personne en difficulté et donner des clés pour les personnes qui nous regardent, justement, pour des premières clés pour aider une personne en difficulté. C'était le cas d'ailleurs ce matin, j'animais une visio-formation et un manager était déjà en train d'évoquer une situation avec une assistante, voilà, qui était en pleurs et qui était en difficulté. Donc je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Donc on va aborder ça dans cette fin de partie. Super. Bon, écoute, pour poser le cadre, je te propose de nous parler de la définition. On est obligé de passer par là, hein, c'est de redire qu'est-ce que sont que les risques psychosociaux. Tout à fait. Il y a des personnes effectivement qui sont aguerries à ces sujets, d'autres le sont moins. Donc, on est obligé de repartir sur une définition de ce qu'est un risque psychosocial. Donc, de risques psychosociaux, il y a donc trois termes à définir. Le premier terme, c'est de la définition et ça convoque une question, c'est qu'est-ce qu'un risque? Donc, un risque, c'est l'apparition probable d'un danger finalement, en tout cas d'une exposition à un danger. C'est pour ça on assure les biens, on assure les matériels parfois, on assure les personnes aussi, parce qu'on est tous sujets potentiellement à des risques, voilà, des accidents de la vie, par exemple. Et puis ensuite, il y a le terme psychosocial. Et souvent, je constate qu'il y a une confusion, une espèce de faux ami dans le terme psychosocial. Beaucoup de gens perçoivent au départ qu'un risque psychosocial est un risque psychologique. Alors qu'en définitive, le terme psycho fait référence à l'individu, donc ce qui nous concerne, ce qui concerne l'être humain. Et on va le voir, ce n'est pas que psychologique. Et ensuite, ce qui concerne le social, c'est-à-dire ce qui est lié à l'environnement ou notre contact avec les autres. Voilà. Donc, c'est trois termes qui sont importants à connaître dans leur définition. C'est ce qui expose finalement l'individu à un danger, voilà, soit à titre individuel, soit qui est lié avec son environnement ou les relations avec les autres. Ça peut être des prestataires, des fournisseurs extérieurs, un manager ou des collègues. Voilà ce qu'est déjà un risque psychosocial avant d'en voir une définition plus officielle. Dont je te laisse la lecture d'ailleurs, Simon. Alors, donc les risques psychosociaux, ils sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Alors, il va falloir Voilà. que tu nous défriches un peu tout ça quand même. Et oui, donc c'est la première, on va dire, définition officielle de l'INSEE. C'est un rapport du collège d'experts en 2010. Et on voit bien que ça reprend la thématique qu'on vient d'évoquer précédemment, qui consiste effectivement à mettre en difficulté l'individu au niveau de sa santé mentale, mais pas que. Donc c'est pas que psychologique, c'est aussi physique. C'est la raison pour laquelle à droite, par exemple, on voit dans les troubles psychosociaux les TMS, qui sont les troubles musculo-squelettiques. On voit bien que c'est un trouble physique. Et social, ça veut dire que ça peut engendrer des difficultés aussi dans le cadre des relations interpersonnelles. Mais ce qui est très intéressant dans la définition, on voit que dans la définition, il est indiqué que c'est engendré par les conditions d'emploi, donc les conditions de travail, et les facteurs organisationnels et relationnels. Cela signifie qu'un risque psychosocial n'est pas uniquement lié à l'individu, mais on va d'abord s'intéresser à ce qui pourrait impacter l'individu dans sa santé physique, émotionnelle et mentale, mais qui serait lié d'abord à l'environnement, aux conditions de travail, ensuite aux relations, qui peuvent être également des risques aussi, et ensuite ce qui pourrait être lié directement à l'individu. Donc j'ai envie de dire que le premier triptyque qu'il faut retenir dans la prévention des risques psychosociaux, c'est d'avoir une analyse et de convoquer des questions de ce qui concerne et engage l'organisation, le collectif, les relations, et ensuite l'individu. Et à droite, nous avons des exemples qui sont les plus fréquents de troubles psychosociaux. Alors, ça passe par l'hyperstress. Ça, on l'avait défini dans un précédent webinaire. Le stress n'est pas l'hyperstress. Donc, l'hyperstress, qui est un stress vraiment avancé. Le burn-out, malheureusement, qui est de plus On en le plus. connaît bien maintenant. Comment, Simon? Je disais, on le connaît bien maintenant. En tout cas, c'est un terme qui est arrivé dans la culture plus populaire et tout le monde connaît bien.
pas toujours bien la définition, mais en tout cas, on connaît ce terme, ouais, effectivement. Tout à fait, ouais. Donc, qui était plus au départ un petit peu comme entre guillemets, une appellation marketing, mais qui est de plus en plus fréquente. Donc, on parle de burn-out, mais il ne faut pas oublier aussi le brown-out, hein, la perte de sens, et le bore-out, hein, quand on s'ennuie. Tout ce qui est l'ordre aussi des troubles d'anxiété ou de dépression. Les conduites addictives, hein, qui sont également présentes en entreprise, notamment l'alcool, le tabac, ça peut être même parfois des drogues dures, hein. J'entends parler parfois de cocaïne, les violences internes et externes, le harcèlement, qui sont des troubles psychosociaux spécifiques, hein, parce qu'on est au regard de la législation, donc il faut prendre ça avec beaucoup de vigilance. Les TMS, j'en parlais à l'instant, les troubles musculo-squelettiques, et aussi, ça commence un trouble psychosocial par une démotivation ou un désinvestissement. Voilà, ce sont les plus fréquents, il y en a d'autres, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est tout cela dont on souhaite aujourd'hui prévenir les individus pour justement favoriser une santé voilà, plus renforcée. Super, merci Arnaud. Et je te laisse faire le lien, donc justement sur la notion de santé. Bah oui, parce que notre webinaire, c'est prévenir les risques psychosociaux pour favoriser un état de santé. Donc, ne pas oublier la définition de l'OMS, hein, par rapport à la santé, qui nous indique que c'est bien un état de complet bien-être, de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ça signifie bien que la santé, bah, c'est quelque chose que l'on doit prévenir d'abord, et puis ensuite que l'on doit renforcer au niveau physique, psychique, psychologique, mais aussi, comme le disait Montesquieu, nous sommes des animaux sociaux. Donc, d'entretenir des relations qui soient, on parlait d'éthique tout à l'heure, hein, avec la mission de MyConnecting, qui soient voilà, éthiques, responsables, éco-responsables. Alors, et ce schéma, pareil, ceux qui sont déjà venus dans des webinaires autour de la QVCT commencent à le connaître aussi. Il est super important. Je te laisse nous en parler. Voilà, ça donne vraiment la dimension de ce que c'est que la santé au travail. Tout à fait, ouais, c'était un de mes schémas préférés. Donc, on va le retrouver souvent dans les webinaires. Pour définir la santé au travail, notamment dans les organisations, eh bien, pour moi, ça signifie d'agir à deux niveaux. D'abord, des actions de prévention, puis ensuite de promotion. Et puis ensuite, d'inscrire des actions au niveau soit individuel, soit au niveau collectif. Donc, dans la prévention au niveau individuel, on va retrouver par exemple la gestion du stress, hein, qui est aussi un élément déterminant dans la santé au travail, puisque l'OMS reconnaît le stress comme un des fléaux aujourd'hui de notre monde occidental, mais aussi au niveau collectif de faire de la prévention des risques psychosociaux. Donc là, on est en plein dans notre thématique, qui consiste justement à prévenir au niveau collectif, hein, de l'ensemble des salariés, eh bien, les risques auxquels peuvent être confrontés les individus, donc on l'a vu précédemment, hein, des troubles psychosociaux, et qui garantit justement, qui participe en tout cas, de garantir et de favoriser une santé au travail. Mais on peut aller plus loin par des démarches de prévention, soit individuelles au niveau du bien-être, hein, donc ça peut être des ateliers, hein, sur l'alimentation, l'hydratation, l'exercice physique, la respiration par exemple, ou des ateliers et des actions plus poussées. Notre dernier webinaire est effectivement été sur la QVCT, avec des vraies logiques de déploiement de politique en entreprise de QVCT, donc de qualité de vie et des conditions de travail. Mais notre sujet aujourd'hui, on voit que c'est en lien avec la santé, c'est bien aujourd'hui la prévention, et une prévention qui se situe au niveau collectif, qui concerne tous les salariés de l'entreprise. Alors, j'ai une question avant de passer à la suite. Je me permets de te la poser tout de suite. Sinon, je demanderai de respécifier à la personne. On parlait donc des troubles psychosociaux. La personne me demande quelle nuance et quelle différence en fait avec les maltraitances institutionnelles. Je sais pas si ça te parle ou si tu veux que je demande à la personne de spécifier sa question. Bah, et moi, il faudrait vraiment que la personne me définisse ce qu'elle entend par maltraitance institutionnelle, parce que je n'aimerais pas faire d'interprétation hâtive ou d'a priori. En tout cas, ce que je peux définir, c'est qu'un trouble psychosocial, on est déjà sur l'apparition quand même de maladies. Et nous, ce qu'on va essayer, c'est de prévenir justement ces maladies, parce qu'on n'est pas des médecins, hein, voilà, donc on ne va pas faire de diagnostic à partir de symptômes et d'établir des diagnostics, mais plutôt de prévenir des signaux faibles, ce qu'on appelle. C'est plutôt sur ce sujet que nous, on va aller en tout cas. Super. Donc, si la personne veut spécifier sa question, Oui, on je répondra viens, ultérieurement. je viens. Et en attendant, tu nous parles des enjeux justement de cette prévention des risques psychosociaux. Bah oui, la prévention des risques psychosociaux, c'est pas uniquement pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux salariés, mais c'est un enjeu qui est majeur parce que les entreprises, les organisations en général aujourd'hui ont des obligations de résultats
en matière de santé. Hein. Une entreprise aujourd'hui a l'obligation de prévenir la santé de ses salariés, mais les enjeux, donc on le voit, ils sont humains. Malheureusement, avec une recrudescence de violence, de harcèlement et d'hyperstress dans certaines organisations, certaines études démontrent jusqu'à 25% aujourd'hui d'hyperstress dans certaines organisations, donc c'est quand même de prévenir la santé. Il y a des aspects juridiques, hein, beaucoup d'organisations, beaucoup de lois aujourd'hui légifèrent sur ces sujets-là. On avait des obligations de moyens en 2002, de résultats en 2008. Tous les suicides au travail sont reconnus aujourd'hui accidents du travail. Le code du travail qui légifère le plus ces sujets-là, c'est l'article 41-21-1 à 5 du code hein, du travail. Mais les aspects juridiques, ça commence aussi par établir et remplir le DUERP, hein, le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans lequel on retrouve la prévention des risques psychosociaux. Donc c'est juridique, hein, c'est un sujet qui doit être pris au sérieux. Il y a aussi des enjeux médiatiques qui sont liés à l'image, et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout se sait aujourd'hui. Et l'image des entreprises aujourd'hui est en visibilité plus qu'autrefois. Et donc, il y a même des entreprises aujourd'hui, alors on est à la fois sur la prévention des RPS et la promotion de la QVCT, qui aujourd'hui souhaitent intégrer des labels comme MyConnecting en a certains, de Great Place at Work, Happy at Work, hein, bien-être ou de bonheur au travail, pour aussi se rendre attractive auprès de certaines populations. Et enfin, le dernier enjeu pour les organisations qui n'est pas des moindres, c'est aussi des enjeux économiques. Parce que tous ces RPS, et notamment on parlait d'arrêt de travail ce matin avec certains participants, eh bien ça coûte de l'argent. Et quand on parle de coûts, on parle évidemment de coûts directs et de coûts indirects. Alors j'ai fait un document justement à ce sujet pour rappeler les enjeux économiques. C'est que le stress, les risques psychosociaux, évidemment, font naître des coûts pour les organisations. Alors, quand on parle de coûts directs, je parle évidemment d'accidents, hein, de malfaçons, d'absentéisme, hein, d'arrêt de travail malheureusement qui sont en progression dans nos sociétés, une baisse de productivité, de compétitivité. Donc ça agit directement sur la performance de l'entreprise, hein, la performance économique. Mais ça agit également la non-prévention des risques psychosociaux sur la performance sociale, hein, qui peuvent générer des conflits, du turnover. J'avais une organisation avec laquelle je travaille en ce moment qui a perdu 20% de ses effectifs. Donc le turnover, remplacer les gens, les former de nouveau, eh bien, cela a un coût indirect pour les entreprises, mais tout ça agit à des conséquences sur la performance opérationnelle. Et je finirai juste cette notion économique pour dire que il y a des études qui ont démontré que investir 1 euro dans la santé aujourd'hui dans une organisation, c'est un retour sur investissement de 2 euros pour l'organisation. Donc il y a tout intérêt à investir aujourd'hui dans la prévention des risques psychosociaux et dans la santé en général des salariés. Super. Bon, bah, maintenant qu'on a posé un petit peu justement les bases, on va vous proposer un petit sondage pour apprendre aussi à mieux vous connaître qui nous écoutez aujourd'hui. Donc le sondage, c'est y a-t-il au sein de votre organisation, voilà, pour ceux qui travaillent en entreprise, des actions pour prévenir les risques psychosociaux. Donc, je vais vous lancer le sondage, hein, vous allez pouvoir y répondre assez facilement. Donc, est-ce que c'est non, pas du tout? Est-ce que c'est un petit peu? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des premières actions qui sont mises en place. Oui, et c'est un vrai sujet, ou je ne sais pas. En sachant qu'effectivement, parfois, il y a des choses, ça c'est amusant, on le constate énormément, et je pense que tu as dû le constater aussi en formation, Arnaud. Parfois, il y a des choses qui sont mises en place au niveau de l'entreprise, et on n'est pas au courant du tout. Complètement. Je ne veux pas trop avancer sur l'étude de cas que je vais émettre tout à l'heure, mais dans certaines entreprises, effectivement, mais les personnes ne connaissent même pas, par exemple, le numéro vert. Hein. Ça a été le cas de figure voilà, pour une entreprise. Donc, oui, l'information n'est pas toujours, on va dire, développée et déployée. Super. Alors, je vais partager les résultats. Ça y est, on a les réponses. Donc, on voit 38% non, pas du tout. 38% un petit peu. Donc, voilà, on est entre les deux. 15% oui, et c'est un vrai sujet. Et 8% je ne sais pas. Et oui. Donc, ça signifie qu'il y a encore du travail et des actions à réaliser pour faire justement de la prévention des risques psychosociaux. Parce que, sauf erreur de ma part, à 76% quand même des personnes eh bien, n'ont pas d'actions qui ont été mises en place ou alors légèrement. Donc ça signifie que sur ces sujets-là encore, il y a énormément de travail à faire en matière de prévention. Ah, moi, je l'aurais vu de manière plus optimiste, Arnaud, et j'aurais fait le cumul des 38 et des 15% pour me dire on Ah, a dépassé les 50%
sur des personnes qui ont au moins un petit peu d'action. Mais tu as raison, on peut le voir des deux façons forcément. Alors, j'espère que vous l'êtes. Super. Ça va nous permettre de revenir sur les principes clés de prévention des risques psychosociaux. Ouais, sauf que là, j'ai perdu l'écran. Euh, Alors, je vais. Depuis le sondage, j'ai Normalement, perdu. tu l'as récupéré? Non, mais je vais le faire autrement dans ce cas. Je vais prendre mon PowerPoint. Je sais pas. Écoute, je vais le poursuivre comme ça. J'espère que les participants voient le support et qu'ils me voient également. Je vais l'enlever et le remettre pour être sûr. Normalement, ça devrait être bon. D'accord. Vous n'hésitez pas à me dire sinon dans le chat hein, que je puisse faire les modifications nécessaires. D'accord. Donc les 3 niveaux de prévention, Arnaud, on était sur ce sujet. C'est revenu. Alors effectivement, les clés, donc, du coup, les clés de la prévention. Quand on parle de prévention des risques psychosociaux dans les organisations, en général, on parle de 3 niveaux de prévention. Alors des noms un peu barbares, mais je vais on va dire les simplifier. On parle de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? La prévention primaire, c'est la capacité à évaluer des risques dans des organisations, et ça se fait souvent par la mise en place de baromètres ou d'enquêtes de satisfaction qui soient quantitatives, donc des enquêtes où on remplit des formulaires, ou des enquêtes qualitatives, ça va être des entretiens en face à face. Mais la prévention primaire ne se termine pas là. C'est pas seulement mettre un baromètre ou des enquêtes, c'est aussi mettre en place des groupes de travail qui vont réfléchir comment améliorer des indicateurs et ensuite la mise en place de plans d'action. Donc il faut évaluer et agir, et ça constitue les actions de prévention primaire. Les actions de prévention secondaire, c'est tout ce qui consiste à donner de l'information, de la sensibilisation ou de la formation, globalement. Donc, de la montée en compétences, par exemple, sur des formations en gestion du stress, peuvent être une action de prévention secondaire. Ce qu'on est en train de faire là, au travers d'un webinaire, c'est une forme de prévention secondaire qui vise au moins à sensibiliser et à donner quelques clés aux personnes qui nous regardent. Et enfin, on a la prévention tertiaire. Ça consiste à prendre en charge un salarié vraiment en difficulté. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans la dernière partie de ce webinaire. Donc, un salarié qui serait en phase de burning out, par exemple, qui n'est pas encore tombé dans le burn-out, ou qui est en vraie difficulté, aussi bien physique, psychologique que mentale. Voilà donc 3 niveaux de prévention sur lesquels les organisations peuvent mettre en place des actions et faire évidemment de la prévention. Voilà. Et quand on fait de la prévention, en général, ensuite je vais développer un outil qu'on appelle la balance des risques psychosociaux. Eh bien, on s'intéresse généralement à 5 grandes classes de facteurs, parce que j'ai parlé de facteurs de risque, mais aussi de facteurs de protection. Les classes de facteurs que l'on va investiguer, qu'on va analyser au sein d'un service, par exemple, ou d'une équipe, c'est tout ce qui concerne le contexte organisationnel, j'en parlais tout à l'heure, l'organisation du travail, les conditions de travail, la notion de contrôle ou d'autonomie. Est-ce que je suis dans un métier ou dans une situation où j'ai trop de contrôle ou pas assez de contrôle? Est-ce que j'ai suffisamment de reconnaissance, de signes de reconnaissance, de reconnaissance positive plutôt que négative? Est-ce qu'il y a de bonnes relations au travail, que ce soit avec les relations internes, les collègues ou les relations externes, c'est-à-dire les fournisseurs, les prestataires? Et au niveau de la tâche, est-ce que je suis en surcharge de travail ou est-ce que j'ai un travail équilibré ou est-ce que je suis en sous-charge de travail? Évidemment, tout ça est interdépendant, mais c'est ce qu'on va regarder dans la prévention des risques psychosociaux. C'est comment les individus, les équipes, les individus en général se situent sur ces grandes classes de facteurs. Et c'est d'ailleurs quelque chose que vous pouvez déjà faire chez vous, entre guillemets, que vous soyez d'ailleurs encore une fois collaborateur ou manager ou quiconque dans une entreprise, vous pouvez faire déjà un peu votre estimation, je sais pas, sur une échelle de 1 à 5, enfin voilà, comment vous positionnez sur chacune de ces classes de facteurs. Oui, c'est une bonne remarque, Simon. On pourra déjà se poser la question uniquement sur cette classe de facteurs. Est-ce que dans chaque classe, est-ce que je me sens bien, mieux ou dans un mal-être? Ouais, c'est une échelle d'évaluation qui est assez simple. Quand je fais des conférences sur le bonheur et le bien-être, les 3 questions qui se posent, c'est est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est mieux, c'est pas tout à fait bien, ou est-ce qu'on est mal? Bon, si on est mal, ça veut dire qu'il y a déjà un indicateur, on va dire, intuitif. Il est subjectif, certes, mais qui nous positionne par rapport à ces différents contextes. Alors, tu nous parlais de cette balance justement des risques psychosociaux Oui, qui alors vient de voilà. se Donc, faire. ouais, alors au-delà justement au-delà des classes de facteurs, ce qui va être important dans la prévention des risques psychosociaux, c'est de préserver la santé,
la santé des individus, et je rappelle encore une fois que c'est une obligation des organisations aujourd'hui de préserver, de voire de favoriser la santé des salariés au travail. Et dans la prévention des RPS, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder d'abord d'un côté dans une balance tous les facteurs de risque auxquels les individus peuvent être exposés ou sont exposés. Vous avez quelques exemples à l'écran, par exemple la charge de travail, hein, la taille des enjeux, les tensions entre fonctions parfois, hein, la fonction marketing avec la fonction commerciale, la fonction du service qualité avec la fonction du service de production, ont parfois des enjeux qui sont différents, les tensions entre-hiérarchiques, hein, il peut y avoir parfois le manque de soutien, de reconnaissance. Donc, voilà des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est qu'est-ce qui pourrait mettre en danger ou en péril la santé de l'individu. Et d'un autre côté, on va regarder quels sont les facteurs de protection qui vont favoriser justement un bon état de santé. J'ai mis quelques exemples. Ça pourrait être le sentiment d'utilité dans son travail. Donc, je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir du sens dans ce que l'on fait. Par exemple, le fait que MyConnecting soit une entreprise à mission, ça donne du sens. Nous, dans nos métiers, effectivement, de formateurs notamment ou de coach, ça a du sens parce qu'on aide les gens à se développer, on aide les gens à aller mieux, à être plus efficaces. Donc, ça donne du sens à nos métiers. Donc, c'est un vrai facteur de protection. La notion d'autonomie aussi, hein, de ne pas être dans la dépendance de situation. Le soutien managérial, par exemple, hein, je parlais de signe de reconnaissance tout à l'heure, ça peut être un vrai facteur de protection. Ou par exemple pour des personnes qui sont plutôt dans des travaux manuels, mais pas que, l'aménagement des conditions de travail. Et là, donc, ce qui va compter dans cette analyse de la balance des risques psychosociaux, c'est de s'assurer qu'on a moins de facteurs de risque, ou en tout cas de voir comment on peut les diminuer, et de s'assurer qu'on a davantage de facteurs de protection pour que, parce qu'on n'est pas dans l'idéal, hein, on ne peut pas enlever tous les facteurs de risque parfois qui sont inhérents à un métier, s'assurer que la balance, elle est plus importante du côté des facteurs de protection que des facteurs de risque. Et là, dans ce cas, on est dans une action de prévention et de favoriser la santé des individus. Super. Et donc là, l'idée, c'était que tu puisses aussi nous partager sur cette balance, notamment des risques psychosociaux, mais une vraie étude de cas que toi, tu as pu observer en entreprise. Ah oui, tu Ouais. voulais réintroduire effectivement sur une étude également. Oui, alors juste avant de voir l'étude de cas, évidemment que je vais devoir garder anonyme pour garder la confidentialité évidemment de ce client. Je voudrais juste rappeler que là, c'est une étude de cas, mais qu'on pourrait retrouver dans beaucoup d'organisations ou d'entreprises, ne serait-ce que parce que depuis la crise sanitaire hein, du Covid, il y avait d'ailleurs une étude qui avait démontré qu'en 2021, 45% des salariés étaient en détresse psychologique. Nous récupérons aujourd'hui, certaines organisations récupèrent aujourd'hui le stress post-traumatique, j'ai envie de dire, de ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire, avec il y a eu beaucoup d'isolement, de distanciation dans la relation, etc., etc. Un déséquilibre en tout cas. Je parlais de balance équilibrée, il y a eu un vrai déséquilibre et beaucoup de salariés aujourd'hui sont dans des situations post-traumatiques de cette crise et on voit apparaître un certain nombre de signaux qui n'étaient pas présents auparavant. Et j'ai renforcé, avant de voir l'étude de cas, par d'autres études, si tu veux les présenter à l'écran, qui montrent que globalement, aujourd'hui, et je suis en relation, en tout cas j'étais en relation avec la fondation Deniker, hein, qui s'intéresse à la santé mentale notamment des individus. Et en matière de prévention, il faut savoir que la santé mentale, on parlait tout à l'heure de la santé mentale, mais il n'y a pas que cette santé-là, des Français, aujourd'hui, elle est en grande difficulté et qu'il y a plusieurs études qui tirent le signal d'alarme en disant que nous arrivons à des contextes aujourd'hui de société qui commencent un petit peu à être très anxiogènes, voire difficiles. J'écoutais une émission hier soir à la télé où il disait que dans certaines villes de France aujourd'hui, il y avait des niveaux d'insécurité qu'on n'avait jamais atteints. Voilà, donc on est dans un tournant. Hein, tu me disais tout à l'heure, le thème aujourd'hui de la QVCT cette semaine, c'était la transition. Je pense que notre société est dans une forme de transition aujourd'hui. On arrive quand même à des limites qui sont peu acceptables ou plus acceptables en matière de santé. Et nous ne sommes pas les premiers consommateurs d'antidépresseurs, contrairement aux idées reçues, hein, où ce sont plutôt les pays nordiques, puisqu'ils ont 6 mois de l'année dans le noir, donc on doit être à peu près vers la 10e, 12e position. Mais la dépression en France, la santé mentale est une vraie préoccupation. Il faut savoir que c'est la 4e maladie chronique aujourd'hui en France. Selon certaines études, ça deviendrait la 2e maladie chronique derrière le cancer. Donc, tout ça pour dire qu'il y a la nécessité aujourd'hui de faire de la prévention et de renforcer des démarches de QVCT pour prévenir cette situation à risque.
Et donc, pour arriver à notre étude de cas d'entreprise, eh bien, force est de constater que, comme beaucoup d'organisations, un de nos clients, que je ne citerai pas par mesure de confidentialité, est confronté justement à un certain nombre de risques psychosociaux. Alors, évidemment, pour notre webinaire, j'ai simplifié l'étude de cas, qui était un peu plus complexe que cela. Mais on va dire dans cette entreprise, les facteurs de risque les plus présents étaient pour l'ensemble des collaborateurs d'abord la charge de travail. Alors, ça s'est expliqué par beaucoup de départs, en fait, de collaborateurs qui ont été sollicités par une concurrence, on va dire, très agressive. Il y a eu jusqu'à 20% de taux de turnover dans certaines régions. Et donc, cette entreprise a été confrontée donc, à des facteurs qui ont mis en déséquilibre les salariés, donc liés à la charge de travail, à des départs. Voilà, donc une concurrence, je disais, qui a capté certains salariés, mais pas que. Il y a aussi des salariés qui étaient désengagés, démotivés. Elle a subi, cette entreprise, une cyberattaque qui arrive aussi de plus en plus fréquemment. Donc, on peut bien imaginer que le jour où on vit une cyberattaque, ça rend les choses difficiles. Imaginons que nous, on a une cyberattaque, et la majeure partie de nos métiers sont en visio. Pas que, mais une partie de l'activité, ça rend les choses difficiles. Et puis, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup avec les clients. Ils sont en B2C, business to customer. Et donc, beaucoup de salariés sont confrontés justement à des incivilités en front office, qu'on appelle, voire à l'agressivité. Et tous ces facteurs, ces quatre principaux thématiques, sont considérés donc comme des facteurs de risque. Donc, le travail qui a été effectué a été d'abord de demander à l'ensemble des salariés, via des groupes de travail. Dans un groupe de travail, pour expliquer, en fait, on prend des petites unités de 6-10 personnes maximum, et on essaie d'avoir en sorte que on ait des personnes de différents métiers, différentes fonctions, et d'essayer de réfléchir, donc pour un même métier, en tout cas pour un même service, pardon, comment déjà on pouvait soit enlever, soit diminuer ces facteurs de risque. Ça, c'est le premier travail à réaliser. Et ensuite, on a aussi réfléchi à quels étaient les facteurs de protection qui étaient présents ou qui pouvaient être renforcés pour faire face finalement à ces différents facteurs de risque. Et globalement, ce qui était présent ou ce qui a été défini en termes de plan d'action à renforcer, c'était de faire grandir le sentiment d'utilité par une communication qui soit plus présente de la part de la direction, qui avait quand même un enjeu très fort de passer des messages, mais aussi du management. Sur la charge de travail, de rassurer les gens sur le fait que cette charge de travail ne durerait pas. Il y avait une notion de durabilité qui était extrêmement importante à prendre en compte et à passer aux salariés. Donc de bien signifier que ça avait une durée dans le temps, parce que les personnes peuvent résister pendant un certain temps, mais ne peuvent pas durer trop longtemps dans la durée. Et surtout, une action très rapide de recrutement, de mobiliser les managers à être beaucoup plus soutenants pendant cette période difficile, de favoriser encore l'esprit d'équipe et, face aux incivilités, aux agressivités, très clairement de former les collaborateurs à la gestion des conflits, voire à la communication assertive. Voilà, donc tous ces éléments ont rassuré d'abord d'une part certains qui percevaient une vraie menace, parce que c'est une notion de perception aussi, une vraie menace, une vraie difficulté. Et en plus, ça a permis de monter en compétence. Et la compétence, en soi, est souvent un facteur de protection incroyable dans les organisations. C'est pour ça que nos métiers ont du sens d'ailleurs. Donc voilà l'étude de cas, et ce qui a permis à beaucoup de salariés d'être plus à l'aise. Et j'en rajouterai quand même une que je n'ai pas indiquée, c'est que nous avons formé les managers à manager les risques psychosociaux. Voilà. Avant que les collaborateurs aient un webinaire collectif sur la prévention des risques psychosociaux, parce que je vais le dire après, tout le monde est acteur finalement dans l'entreprise de la prévention des risques psychosociaux. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est important de rappeler sur cette action, mais aussi d'une manière plus générale, que bien sûr, il y a des éléments à prendre au niveau de la direction, il y a des actions à prendre au niveau de la direction et des managers, et ils ont bien entendu un grand rôle, mais que tout le monde, et d'ailleurs on le voit bien, c'est qu'ils ont formé tout le monde, ils ont via un webinaire, tout le monde doit être acteur en fait des risques psychosociaux et puis de la santé mentale en général. Et rien que d'en parler et de se renseigner comme vous le faites aujourd'hui, c'est déjà une première étape. Tout à fait. Voilà donc pour cette mini-étude de cas, on va dire, en entreprise, mais qui explique bien effectivement la nécessité d'identifier les facteurs de risque et de renforcer des facteurs de protection. Alors même si certaines études sont un peu déjà lointaines, mais il faut savoir que la prévention des RPS, ce n'est pas nouveau, ça date depuis quelques années.
Les constats globalement qui sont liés aux organisations, aux entreprises et surtout au management, c'est que le manque de reconnaissance, le faible sentiment de soutien, le sentiment d'injustice, les personnes exposées à une surcharge de travail, la détresse psychologique et les rôles aussi mal définis parfois dans certaines organisations sont malheureusement exposent les personnes à des risques, à des troubles psychosociaux. Donc ça renforce aussi le sentiment de se dire que monter en compétences les managers, former les gens, donner des signes de reconnaissance, être en capacité de donner du feedback constructif, positif, aider, soutenir les personnes, eh bien, favorise un bon état de santé. Donc, j'ai envie de dire à toutes les organisations et tous les managers, ne soyons pas avares de signes de reconnaissance, de soutien, de justice, hein, on parlait d'éthique tout à l'heure, d'équilibrer la charge de travail et d'aider finalement les collaborateurs en difficulté. C'est vrai que je trouve ce qui est très intéressant sur la dimension de reconnaissance, et qui d'ailleurs n'est pas que de manager, hein, ça peut être encore une fois entre tous, mais bien sûr beaucoup porté par le manager en entreprise, c'est qu'on peut avoir vraiment, et moi les premières fois que j'en ai entendu parler en tant que manager, on a tendance à penser ça n'a pas autant d'impact. Mais en fait, c'est que ce n'est pas la petite action qui va avoir beaucoup d'impact, c'est soit enfin, le rythme répété d'action, soit le rythme répété de non-action, qui vont avoir cet impact sur le long terme sur la santé mentale ou sur le bien-être en entreprise. Rien n'est anodin. Une simple parole, un simple mot peut faire du bien à un individu au niveau de son bien-être et de son équilibre psychologique. Alors, et tu voulais parler, donc, enfin, c'est notre dernière grande partie, c'est le fait d'aider une personne en difficulté. Oui, J'avais gardé une question qu'on m'a posée entre-temps. Hop, j'ai vu, je la récupérer. Voilà, on m'a posé une question entre-temps. Il y a certaines que je garde pour la fin. Vous pouvez continuer à en poser, hein, et d'autres sur lesquelles je réponds au fil de l'eau. Enfin, on répond au fil de l'eau. Et donc là, on avait une question d'une personne qui nous disait, est-ce qu'on parle vraiment de prévention quand il s'agit de prendre en charge un salarié en souffrance, type burn-out par exemple? Et donc là, je trouvais ça intéressant d'attendre voilà, cette partie pour la poser. Donc je te la pose, Arnaud, même si j'ai une petite idée de la réponse. je vais y répondre. C'est que d'abord, quand on parle de burn-out, il faut bien identifier trois phases dans le burn-out. Il y a une première phase qu'on appelle le burning out, où la personne est en train de cramer. Un burning en anglais, c'est en train de cramer. Donc, elle est en train de, finalement, elle est dans une phase d'épuisement, mais elle n'est pas encore dans le burn-out. Et dans cette phase-là, on est encore dans la prévention, pour moi. Après, il y a la phase où on est dans le burn-out, c'est le moment où on s'écroule. Vraiment, la personne décompense au niveau physique, au niveau psychique, hein, vraiment déperdition émotionnelle, physique, mentale qui peut être terrible. En général, quand on est dans cette phase-là, on peut quasiment pas se lever de son lit. Et puis ensuite, il y a une troisième phase que j'identifie, c'est la phase post-burnout. Donc déjà, quand on parle de burnout, il faut bien arriver à se dire dans quelle phase on se situe. Des personnes qui me disent par exemple je suis en burnout, je dis ben non, parce que si tu étais en burnout, tu ne serais pas en train de me parler là. La phase proprement dite du burnout, c'est le moment où on s'écroule au niveau psychique. Donc il y a le burning out, pour moi on peut encore faire de la prévention. Il y a le burnout, parce qu'on peut faire, personne ne peut rien faire. On a un écroulement psychique qui est vraiment très douloureux. Et après, il y a la phase de reconstruction, de résilience, de post-burnout. Donc pour moi, avant le burnout, on est encore dans la prévention. Après, on est sur du curatif. On est sur voilà, on a ces deux notions qui ne sont pas du tout dualistes, hein, entre la prévention et le curatif. Mais pour moi, en burning out, si on est dans cette phase-là, on est encore dans du préventif. Une fois qu'on a fait le burn-out, j'ai presque envie de dire c'est trop tard. Là, on est effectivement dans du curatif. Et oui, Super, c'est merci une Arnaud. Et oui, c'est une notion qui est intéressante, le burn-out, parce que malheureusement, alors c'est une grande forme de dépression, j'ai envie de dire, pour ceux qui savent pas ce que c'est le burn-out. C'est une dépression, j'ai presque envie de dire, vraiment très, très, très lourde et très aggravée. Et j'avais envie de donner dans ce webinaire quelques clés, en fait, quelques pistes pour être en capacité d'aider une personne si jamais elle était en difficulté. Mais juste avant, un petit sondage. Voilà, la question que je voulais vous poser, c'est justement, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour aider une personne en difficulté? Donc, est-ce qu'on a des personnes, voilà, qui nous écoutent, qui ont été formées à ça? Est-ce que justement pas vraiment et vous le faites de manière intuitive? Donc ça, c'est ce que beaucoup vont peut-être répondre d'ailleurs. Ou non, je me sens ou sentirais démuni, ce qui est aussi un risque, hein, en fait, quand on ne sait pas du tout quoi faire. Et pas du tout, je ne sais absolument pas comment faire. Voilà. Donc entre la troisième et la quatrième, ça va peut-être un peu se situer de est-ce que vous avez déjà vécu cette situation, et puis voilà, vraiment votre ressenti par rapport à ça. Donc, je vous Ouais. laisse quelques instants pour y répondre.
Voilà, j'ai 60% des personnes qui ont voté. Je Mhm. vais laisser encore quelques instants. Mhm. Et je te spoile déjà, pour l'instant, nous n'avons personne qui a été formé à ça. Ah, Mais c'est vrai que les formations sur la gestion du burn-out, hein, ou des personnes, ou en tout cas des personnes en difficulté, puisqu'on ne parle pas forcément que de burn-out, se développent, mais lentement. Et puis c'est des investissements sur lesquels les entreprises post-Covid commencent à se rendre compte qu'ils ont intérêt à aller. Mais voilà, c'est encore assez doux, on va dire, sur les investissements et le nombre d'entreprises qui font des investissements là-dessus. Alors, je vais oui, vous partager les résultats. ouais, alors oui, j'ai des fins d'un, pas vraiment, je le fais de manière intuitive, bah voilà. Non, je me sens, pas du tout. Ok. Donc 79% sur pas vraiment, je le fais de manière intuitive. Voilà. Et 17% sur non, je me sens ou sentirais démuni. Mais comme beaucoup de personnes justement qui n'ont jamais été formées, hein, qui le font effectivement de manière intuitive, donc pas surprenant de voir ce type à part d'avoir été formé, je ne vois pas comment on peut, comment dire, décider d'action sans avoir la connaissance de toute façon, hein, comme beaucoup de sujets, hein. Donc ça signifie effectivement la nécessité d'être formé et de former d'abord les managers de mon point de vue et ensuite de sensibiliser les collaborateurs. Alors, Oui. quelques clés, évidemment, sans aller dans une formation, parce qu'on est dans un webinaire de sensibilisation. Déjà, ce que je voudrais partager avec les personnes qui nous écoutent et nous regardent, c'est qu'il est important de distinguer une personne en difficulté d'une personne en danger. Une personne en difficulté, par définition, c'est bien une personne qui perd pied. Hein, on dit souvent la personne, elle est complètement envahie, elle est démunie, elle se sent démunie. À un moment donné, elle perd pied et elle a le sentiment qu'elle n'a plus de capacité d'adaptation. Ses capacités d'adaptation sont débordées et cela peut provenir d'ailleurs soit du domaine professionnel comme du domaine personnel, hein, parce qu'il n'y a pas de frontière absolument délimitée aujourd'hui entre le personnel et le professionnel. Bien évidemment que beaucoup de salariés qui sont d'abord des individus, des citoyens, peuvent ramener des problématiques personnelles au niveau du travail. Bon, bah là, il y a encore la possibilité, j'ai envie de dire, d'agir, d'aider une personne qui est en difficulté. Une personne en danger, je vais d'abord dire qu'une personne en difficulté, il y a plein d'acteurs, il y a plein de ressources vers qui on peut orienter la personne. Le maître mot dans la prévention des risques psychosociaux, c'est finalement d'identifier des signaux, ensuite de recevoir, discuter avec la personne et ensuite d'orienter la personne vers des personnes ressources. Une personne en danger, on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut agir immédiatement et au moindre doute, faire appel à des services d'urgence ou à des personnes qui sont des professionnels, hein. Je pense notamment, par exemple, j'espère que ça n'arrivera jamais à personne, mais une tentative de suicide. Une personne en difficulté, c'est là où ça se situe. Et donc, l'idée, ça va être déjà de repérer une personne qui serait en difficulté. Ça veut dire d'identifier des signes précurseurs. On parlait tout à l'heure du burn-out. On n'arrive jamais, on tombe jamais du burn-out du jour au lendemain. C'est pour ça qu'avant le burn-out, il y a ce qu'on appelle le burning out, c'est-à-dire une phase où on est en train de cramer. Et il y a plein de signes qui peuvent nous montrer qu'on est en perdition. Alors, je fais référence au slide suivant, qu'on retrouve dans beaucoup de formations, que ce soit sur le stress ou la prévention des risques psychosociaux, qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Je ne vais pas le développer celui-là parce qu'on le retrouvera dans un webinaire sur le stress, mais qui nous dit que globalement, quand on tire sur la corde, eh bien, avant de tomber dans la phase d'épuisement, et même dans la phase d'épuisement, il y a des signes, ce qu'on appelle dans la prévention des risques psychosociaux, des signaux faibles qui peuvent nous démontrer que l'individu est en difficulté. Quels sont ces signaux? En général, ils sont liés au stress, à l'hyperstress, et il va y avoir chez l'individu trois types de signaux. Soit des signaux physiologiques, c'est-à-dire des problématiques physiques, je peux avoir des problématiques, par exemple, de maux de dos, soit des signaux psychiques. Psychique, ça renferme le terme de mental et émotion. Tout ce qui est lié à l'émotion et au mental, c'est psychique, ou des problématiques comportementales. Et donc, les signaux que je peux repérer pour moi, pour moi d'abord, pour mes collègues ou pour des prestataires extérieurs, eh bien, ça va être les signaux physiques, émotionnels, comportementaux au niveau de la performance ou professionnelle. Donc, c'est le slide suivant, s'il te plaît, Simon. Donc, du coup, tous nos amis qui nous regardent, ce que je les invite, c'est être tout simplement d'abord
attentifs ou attentives à des signaux chez leurs collègues, qui seraient par exemple des signes physiques d'abord, des personnes qui seraient fatiguées, qui auraient mal au dos, qui auraient des troubles de sommeil. Ça peut être la première apparition justement je dis souvent, c'est mauvais signe. On parlait tout à l'heure de santé. La santé, c'est quoi? C'est un état de complet bien-être physique, social. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Et c'est l'état dans lequel nous devrions être, en fait. Hein, on oublie souvent que la réalité de nos vies, ça devrait être d'être en santé. Ça ne devrait pas être d'être malade ou d'avoir des premiers signes. On devrait être en santé. Ça, c'est la réalité dans laquelle nous devrions vivre. L'apparition de premiers signes, qu'ils soient physiques, émotionnels, comme par exemple de l'anxiété, de l'angoisse ou de la tristesse, des signes comportementaux, la consommation par exemple d'alcool, la prise de risque, des comportements agressifs ou des difficultés de concentration liées à la performance ou de l'absentéisme, carrément l'accident de travail lié au niveau professionnel, c'est mauvais signes. Tout ça sont des signaux et plus ils se cumulent, plus ça veut dire que je suis peut-être potentiellement à risque justement, à risque psychosocial. Et c'est ça qu'on veut prévenir avant de tomber dans du curatif, avant de tomber dans la maladie. Et tous ces signaux, plus ils se cumulent, plus à bout d'un moment, je vais avoir des complications. Et les complications ensuite, c'est la maladie. Des ulcères, des problèmes gastro-intestinaux, ça peut être des cancers, ça peut être toute forme de maladie. Bon, là, je n'agis pas en termes de maladie. C'est dédié aux médecins et aux professionnels de la maladie. Mais quand on parle de santé, beaucoup d'acteurs peuvent intervenir dans la prévention, justement. Voilà. Donc, on ne va pas parler ici de symptômes, parce que ça, c'est du registre du monde médical. On va parler de signes. Et on peut tous repérer des signes. D'accord? Et Voilà. bien entendu, quand tu parles des signes, on parle de signes, alors, qu'il y en ait plusieurs, mais qui soient aussi un peu plus exacerbés que d'habitude. Voilà, par exemple, quand on parle de la consommation d'alcool ou l'alimentation, est-ce que vous pouvez observer des changements, en fait, chez vous ou chez quelqu'un d'autre, ou pareil sur la tristesse, l'angoisse, on ne vous dit pas que dès que vous êtes un petit peu triste, vous êtes dans une case de signaux, mais est-ce qu'il y a des changements aussi, par rapport à un avant? Alors, il y a deux choses. Il y a la durabilité de ces signes. C'est-à-dire qu'en général, ça commence à être préoccupant quand ça dépasse 15 jours. Parce que comme tu le dis, tout le monde peut avoir une migraine, tout le monde peut avoir mal au dos, tout le monde peut être fatigué. Mais si c'est passager, ça va. Déjà, le premier critère, c'est que si ça dépasse 15 jours, ça commence à être un petit peu préoccupant. Après, c'est s'il se cumule. Et ensuite, pour faire écho à ce que tu dis, c'est s'il y a des changements de comportement. Des collaborateurs, par exemple, qui auraient des changements de comportement nets. Si tu peux mettre le slide suivant, Simon. Donc, des changements de comportement qui soient nets, c'est-à-dire inhabituels. Une personne qui est très enthousiaste, du jour au lendemain, elle devient triste. Des changements, je parlais donc de durabilité, c'est-à-dire supérieur à 15 jours. Donc, ça veut dire que ça, c'est en train de s'installer. Voilà, c'est pas passager, ça s'installe. Ou alors qu'il s'aggrave. Je suis manager, je vois un collaborateur qui est fatigué, qui a mal au dos, etc. Je le revois 10 jours après. Est-ce que les signes se sont apaisés ou est-ce que ça s'est aggravé? Si ça s'aggrave, ça devient encore plus préoccupant. Et bien évidemment, d'être attentif à des signaux verbaux, directs ou indirects, c'est-à-dire des signaux comportementaux, des personnes qui s'isolent par exemple, ou qui se mettent à faire des erreurs dont elles n'avaient pas l'habitude. Voilà. Et là, en termes de clés, alors évidemment, je ne pourrais pas les développer parce que ça voudrait dire qu'on rentre dans une formation, mais on parle donc, pour finir, sur la prévention des risques psychosociaux. Eh bien, en termes de solutions, il y a ce qu'on appelle les stratégies de coping. Voilà, c'est le terme qu'on utilise dans la prévention des RPS. C'est les solutions en fait que l'on peut mettre en œuvre. Et elles sont de trois ordres, ces solutions. Soit on centre effectivement directement des actions qui sont liées sur le problème, soit sur le problème physique, émotionnel ou mental. Je vais prendre un problème physique, une personne qui commencerait à avoir des douleurs au niveau des canaux carpiens parce qu'elle est dans des gestes répétitifs, de répétition. Ce serait par exemple de faire intervenir un ergothérapeute ou un ergonome par exemple. Là, on est vraiment sur une solution centrée sur le problème. Une stratégie centrée sur les émotions, c'est d'apprendre à réguler ses émotions. Donc là, mon invitation, c'est suivre une formation sur l'intelligence émotionnelle, tout simplement. Et puis, une stratégie centrée sur le changement de notre raisonnement. Globalement, c'est tout ce qui concerne la préparation mentale ou les formations sur la psychologie positive. Voilà. Parce qu'on peut intervenir sur du matériel, des choses physiques aussi, hein, de l'émotionnel et aussi sur nos capacités mentales. Ça, c'est des clés, c'est des succès, mais évidemment, ça demanderait de développer tous ces types de formations et ce n'est pas le propos de notre webinaire. Et pour finir, je voudrais juste deux mots pour terminer avant les questions.
c'est que dans l'entreprise, dans les organisations en général, hein, publiques, privées, nous sommes tous acteurs de la prévention. Il n'y a pas une personne sur qui repose finalement cette prévention, encore moins le manager, hein, sur qui déjà beaucoup de choses reposent, hein. Le manager est un acteur parmi les autres, mais tous les acteurs, tous les membres de l'entreprise et des organisations en général sont des acteurs de la prévention. Ça peut aller de la direction de l'entreprise au SST, les services de santé au travail, s'il y a une infirmière, un psychologue du travail par exemple. Ça peut être une personne ressource externe, comme par exemple un psychologue clinicien, un coach, je ne sais pas moi, un sophrologue, une personne qui fait de l'hypnose, le médecin traitant de la personne. Dans les services de santé au travail, évidemment, je ne peux pas faire l'économie de parler du médecin du travail. Souvent, il y a des numéros verts qui existent dans les entreprises qui sont méconnus. Le client dont je vous parlais tout à l'heure, la plupart des salariés ne connaissaient pas le numéro vert qui est à disposition, qui est un numéro souvent qui est gratuit, qui est anonyme. Donc, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à se retourner vers leur service de ressources humaines pour avoir connaissance de ce numéro s'il existe. Ça peut être un représentant du CSE, souvent qui sont formés sur ces sujets-là, hein, anciennement CHSCT, comité d'entreprise. Ça peut être pourquoi pas à l'extérieur ou en interne des assistantes sociales. La direction évidemment des ressources humaines qui sont aussi des leviers et les encadrants managers. Mais tout le monde, les collaborateurs aussi, je ne l'ai pas mis, mais tous les collaborateurs, tous les managers, toutes les personnes de l'entreprise peuvent être des acteurs de la prévention. Et donc, vous m'aurez compris, avant de laisser place aux questions, eh bien, dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, j'invite tout le monde, effectivement, à devenir acteur, d'être attentif aux signaux faibles pour repérer les signes qui pourraient commencer à être préoccupants, que ce soit, vous l'avez compris, au niveau physique, émotionnel, au niveau des signes mentaux, comportementaux ou professionnels. Voilà, je te laisse le mot peut-être pour présenter la gamme QVCT et les questions, s'il y en a. Il y a des questions et il y en a certaines à laquelle tu as commencé déjà à répondre, mais on va revenir dessus. Ouais. Effectivement, moi, je voulais vous présenter un petit peu notre gamme QVCT. Alors, sans rentrer dans trop de détails, mais voilà, sachez que, comme je l'ai dit au début, on forme, nous, en présentiel, en distanciel, en individuel, en collectif, et sur un très grand nombre de sujets, et notamment les sujets de QVCT, qui soient à destination des collaborateurs, donc sur la prévention des risques psychosociaux, comme on est en train de le faire, mais sur une dimension formation. Donc, la différence, en fait, avec aujourd'hui, c'est que là, on est sur de la sensibilisation, on vous donne de l'information, et après, c'est à vous de la traiter et de la comprendre, moi, même s'il y a quelques questions pour être en action. Sur une formation, on va vraiment être sur de la mise en pratique. Donc beaucoup plus d'échanges, de la mise en pratique. Voilà, un petit groupe de 6 à 10 personnes maximum en fonction de si on est en visio ou en présentiel. Et on va s'entraîner voilà, à prévenir, à mieux vivre les changements, à gérer sa surcharge de travail. On va essayer d'avoir des outils très pratiques et très concrets de ce qu'on va pouvoir en faire. Voilà, on a aussi bien sûr une formation sur le stress et la santé au travail. Et donc pour les managers, des formations spécifiques sur le management des risques psychosociaux, comme Arnaud nous en parlait sur l'étude de cas qu'on a vue, ou aussi pour faire face au risque de burn-out. Et je rajoute encore, ce qui n'est pas inscrit, les formations pour moi qui sont essentielles sur l'intelligence émotionnelle, sur la psychologie positive, qui ne sont pas inscrites mais qu'on peut également dispenser, hein, évidemment. Exactement. Mais ça commence souvent par quand même former les managers aux risques psychosociaux, sensibiliser le directoire et les collaborateurs. Bien sûr. Voilà, effectivement, là, on a mis une liste non exhaustive. Ce qu'a dit Arnaud existe. Et de toute façon, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet là-dessus. Je vous fais confiance pour nous trouver si besoin. Et je voulais vous partager également, avant de passer aux questions-réponses, il nous restera quelques minutes, donc c'est parfait, les prochains rendez-vous. Donc sachez que vous avez donc jeudi, comme je vous le disais en introduction, on a jeudi un autre webinaire que j'ai encore une fois le plaisir d'animer. Ce ne sera pas avec Arnaud, mais avec une autre experte sur le sujet d'incarner la QVCT au quotidien. Un peu plus spécifique pour les managers et les RH. Il y aura des conseils très pragmatiques et très concrets sur ces deux populations-là. Et ensuite, on a donc, comme tout, une fois par mois, une session découverte. Vous pouvez venir essayer nos formations. Donc, pendant 2 heures, vous pouvez venir essayer à distance. Et vous pouvez vous inscrire voilà, en nous contactant directement. Et encore une fois, nos replays, bien entendu. Donc, ce replay, d'ailleurs, sera disponible sur la page YouTube MyConnecting d'ici quelques jours. Et puis, vous pouvez retrouver notamment celui que disait Arnaud sur la gestion du stress qui existe. Et voilà, et puis plein d'autres, en fait, avec beaucoup de contenu. Que vous pouvez revisionner plus tard. Alors pour les questions de fin, donc n'hésitez pas à en poser si vous en reste.
J'en vois une là qui a été posée il y a quelques temps, mais à laquelle tu as en partie répondu, qui était: ne faut-il pas envisager l'intervention d'un ou une psychologue en entreprise pour libérer plus facilement la parole des salariés, même si ces échanges doivent rester confidentiels? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais des différents acteurs et tu nous parlais de la psychologue du travail qui peut faire partie de ces acteurs. Donc là-dessus, est-ce que tu as une réponse? Est-ce qu'il faut l'envisager ou pas? Ah, est-ce qu'il faut? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ressource qui est une solution, effectivement, dans le cas d'une volonté de l'entreprise, de faire d'abord de la prévention primaire. Donc là, effectivement, en général, eh bien, on peut appuyer l'intervention d'une psychologue du travail eh bien, pour faire des enquêtes qualitatives, justement, au-delà du déclaratif quantitatif, recevoir, récolter effectivement des informations qui permettrait de libérer la parole de manière plus facilement. Donc oui, c'est une solution qui est possible, au même titre ensuite d'autres interventions. Mais oui, très clairement, ça peut être une ressource parmi les ressources, tout à fait. Voilà, et puis j'ai la personne qui nous parlait de maltraitance institutionnelle qui est un peu voilà, revenue aussi à la charge là-dessus. Donc Oui, les maltraitances, elle nous dit que les maltraitances institutionnelles touchent également aux conséquences des organisations ou de leur manque, type sous-effectif, demande trop exigeante par rapport aux moyens. Donc peut-être que ça revient sur le sujet de surcharge de travail dont tu parlais. d'accord. Euh, Mais là, c'est très intéressant cette question parce que il y a deux choses pour moi dans cette question. Il y a d'abord charge de travail ou c'est quoi le deuxième élément? alors, charge de travail, manque d'effectifs, Voilà, donc sous-effectifs, charge de pardon. travail, voilà, charge de travail, manque d'effectifs. Ça, pour moi, ce sont des faits, d'accord? Percevoir ça comme de la maltraitance, ça peut être une perception individuelle. Donc attention, on disait bien dans la définition aussi souvent du stress, dans la définition du stress et de l'hyperstress, et c'est une définition, c'est pas ma définition, on dit bien que c'est la perception d'un individu par rapport à un certain nombre de faits. Peut-être que ces personnes, et je ne juge pas, perçoivent ça comme de la maltraitance, mais peut-être que ça n'en est pas. Donc il faudrait aussi, euh, c'est intéressant d'avoir une solution sur les deux situations, c'est-à-dire d'abord les faits, manque d'effectifs effectivement et peut-être charge de travail, donc de trouver effectivement des facteurs de protection sur ces deux aspects-là, de voir si c'était une réalité qui est vécue de la même façon par tout le monde ou est-ce que c'est une perception individuelle. Et c'est là où on peut aussi modifier sa perception des situations. Donc, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, je ne le sais pas. Mais vivre ça comme de la maltraitance, ça peut être, du coup, du point de vue des risques psychosociaux, être comme une perception individuelle. Par contre, si ça ne l'est pas, si ça n'est pas une perception individuelle, mais qu'elle est partagée collectivement, bien dans ce cas, effectivement, il y a la nécessité de trouver des solutions. Et si les solutions n'existent pas parce qu'elles persistent, et malheureusement, l'organisation ne veut pas ou ne peut pas mettre ça en place, j'ai envie de dire que dans ce cas de figure-là, il est important de trouver des solutions à son niveau pour préserver sa santé. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est d'ailleurs une des. Enfin, là, je ne vois pas d'autres questions, donc on va clôturer tranquillement ce webinaire. C'est peut-être un peu voilà un des derniers conseils qu'on peut donner, c'est à mon niveau, à mon échelle, au vu de tout ce qu'on a vu là sur cette dimension de risques psychosociaux, mais qu'est-ce que je peux faire? On vous invite vraiment à vous poser cette question-là. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Que ce soit dans mes relations, que ce soit dans justement dans la charge de travail, et que ce soit dans les relations avec mon manager, c'est aussi à vous de faire remonter ces sujets, même s'ils doivent être pris en plus haut, hein, bien entendu, c'est les dirigeants qui vont et les managers qui vont décider. Mais en tant que collaborateur, si rien n'est fait, j'ai envie de vous dire il faut essayer, en tout cas à son échelle, de voir si on peut changer. Peut-être qu'on ne pourra rien changer, mais au moins on n'aura pas le regret de ne pas avoir essayé. Exactement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Un grand merci Arnaud de ta participation, enfin, voilà, et de nous avoir donné toute ton expertise pendant une heure. Pour tout le monde, bah, on se rejoint donc jeudi à 11 heures si vous avez envie d'en savoir plus sur les dimensions de la QVCT pour les managers et pour les RH. Et puis sinon, on vous dit en septembre, car on aura de nouveaux webinaires, encore une fois, à vous proposer. Merci À bientôt. Simon, merci à toutes et à tous. Merci à toi encore Simon pour cette session.